Et oui, je suis d'accord, j'ai attendu 8 mois avant de vous parler de ma nouvelle bécane, mais j'attendais d'en avoir fait suffisamment le tour pour vraiment pouvoir vous en parler. Et vu que là je reviens de chez Daffy, et que pour pas changer je me suis encore fait alpaguer par des motards qui m'ont posé 13 000 questions, et vu que j'ai 3/4 d'heure devant moi avant d'aller rejoindre le resto où je dois aller manger ce soir, et ben je me suis dit, je vais tout vous dire. Alors rapidement, la Zero SRF c'est quoi? C'est le roadster sportif de la marque Zero Motorcycles, qui est donc une marque américaine, et qui ont été plus ou moins les premiers à se lancer dans le marché de la moto électrique, avec notamment la Zero S, qui a été un de leurs best-sellers, parce que c'est une moto qui est principalement orientée pour un usage relativement citadin, et les véhicules électriques sont vraiment optimisés pour un usage citadin. Mais pas que, on peut également avoir de super sensations et pouvoir se faire des super balades en véhicule électrique, et même de la conduite un peu sportive. Et c'est dans cet esprit qu'ils ont lancé cette gamme-là. La Zero SRF est en quelque sorte le Street Fighter de leur gamme électrique. En gros, c'est ce qu'ils ont de plus puissant en catalogue. D'ailleurs, elle est éligible uniquement au permis A. Alors c'est vrai que d'habitude, je vous parle de la cylindrée, de la puissance, etc. Là, vous comprendrez bien que ça n'aura aucun sens. Mais si je devais faire un peu un parallèle, j'aurais envie de dire qu'en termes de puissance, ça s'apparente relativement à une 600, à 800 cm3, j'ai envie de dire. En gros, ça tourne autour d'une centaine de bourrins. Donc en termes de vitesse de pointe, de toute façon, électroniquement, ils l'ont bridé à 200 km/h. Par contre, en termes de couple, c'est incomparable avec quoi que ce soit. Pourtant j'en ai essayé des monstres, des Super Duke 1290, des Panigale V4S. Les gars, 190 Nm de couple. À titre de comparaison, un Super Duke 1290, ça en fait 140 ou 146. Là, en gros, un départ à un feu rouge, il n'y a personne qui peut vous suivre. Avec ça, tu fais le 0 à 100 en moins de 3 secondes. La dernière fois, j'ai fait une mesure, le 90-130, donc un test de reprise, je le fais en moins de 2 secondes. C'est une machine à téléportation, ça race. Ça m'impressionne toujours autant. Oui, donc je disais, c'est une machine à téléportation. Une catapulte. En gros, de toute façon, c'est très simple. C'est une partie cycle, une batterie et un petit moteur. Enfin, je dis petit parce qu'en fait, il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc pour vraiment se rendre compte de ce que ça vaut, franchement, sans chercher à convaincre qui que ce soit, juste essayez. Essayez parce que franchement, vous serez bluffé. Alors en termes d'équipement, par contre, j'ai envie de dire que c'est un peu là où le bas blesse. Et ce que je vais dire là, j'ai l'impression que c'est pas spécialement propre à la moto, mais c'est propre aux véhicules américains en règle générale. Parce que de temps en temps, à côté, je roule également en Tesla. Et donc l'entreprise qui provient quasiment du même endroit, parce que je crois que les deux sont de Californie, il me semble. Une Tesla, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Faut pas regarder dans les détails. Chez Zero, c'est un peu la même chose, malheureusement. Le niveau de finition, c'est pas vraiment ça. Je suis honnête, j'ai dit je vous dis tout, je vous dis tout. Là, par exemple, je me prends tout le temps l'angle de la selle dans le jean. Donc la selle c'est pas spécialement bien foutu, il y a des jours un peu partout, les plastiques c'est pas spécialement de la bonne qualité, la visserie elle s'oxyde assez rapidement, c'est pas spécialement de la bonne cam. Bref, il y a quand même pas mal de points à revoir. Au niveau partie cycle, alors la fourche, je crois que c'est du Showa, il me semble que c'est la même que j'avais sur la Street, je crois. Mais en tout cas c'est dans le même esprit, donc c'est une Showa réglable en compression, détente, machin, enfin que des trucs que je sais pas faire. Oui, j'y connais rien en mécanique. Ok, j'ai compris. C'est la pute d'admission. Mais on va y revenir. L'amortisseur à l'arrière, je sais plus trop ce que c'est, mais c'est pas un truc de ouf quoi. On n'est pas sur du Hollins. Les freins devant c'est du Jijuan, je sais même plus ce que c'est, une marque que je connais pas. On n'est pas sur du Brembo. Enfin voilà, niveau partie cycle, attends, c'est quoi 2 secondes, je vais regarder un peu ce que c'est l'amortisseur. Je vais essayer de pas couper le câble. Ah bah c'est du Showa. Bon, bah c'est du Showa. Après, je me rappelle à l'époque, mon concessionnaire Triumph, il me disait, tu sais, il vaut mieux un bon Showa qu'un mauvais Hollins. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Mais du coup, je trouve que ça a quand même un impact sur le comportement routier si on est un peu en mode un peu sportif. Étrangement, malgré le poids de la bécane, donc je crois qu'elle fait dans les 230 kg à peu près par là, ça se ressent pas. Le centre de gravité il est vachement bas avec la batterie, donc la batterie est très basse. Et le centre de gravité sent pas du tout en fait. C'est hyper maniable, c'est hyper agile. C'est assez bluffant, je dois avouer. Mais par contre, par exemple, le frein là,
Un petit radial réglable, ça aurait été pas mal, tu vois. Je me rappelle sur la 765, j'avais un PR que je pouvais régler, PR 19, 20 ou 21. Parce que la dernière fois, j'ai fait un essai un peu sportif et j'avais besoin de mon frein. Mais du coup, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est que au final, quand on est sur une enroulée normale, comme je suis en train de rouler là, tranquille, pépère, en fait, le frein s'en sert jamais. Parce qu'un véhicule électrique, l'avantage, c'est que quand on lâche l'accélérateur, ça active une sorte de récupération d'énergie. Donc ça fait une sorte de gros frein moteur qui permet de re-remplir la batterie et donc de freiner en même temps. Et cette récupération d'énergie, en fait, vous pouvez la régler directement depuis votre smartphone avec une application. Vous pouvez programmer votre carte graphique comme vous l'entendez. Et donc, en termes de comportement de type frein moteur, on peut aller genre d'un 4 pattes à un gros bicylindre, quoi. C'est vraiment, ça peut être soit je lâche l'accélérateur et il se passe rien, soit je lâche l'accélérateur et hop, on a l'impression que je freine, tu vois. Mais bon, si j'avais un reproche à leur faire à ce niveau-là, ça aurait été peut-être proposé même en option, pourquoi pas. Un système de freinage meilleure qualité, du Brembo, du PR radial réglable, etc., etc. Pareil au niveau des suspattes, proposez-nous du Öhlins, proposez-nous aussi du Öhlins à l'arrière. Voilà, tu me mets une belle fourche Öhlins à l'avant, un bel amortisseur Öhlins à l'arrière, des Brembo M50, un freinage réglable. Là, ça aurait été le cœur du poulet. Et pourquoi pas donc en option, parce que voilà, on en vient maintenant au sujet aussi qui fâche un peu, le prix. Et oui, c'est pas donné. Moi j'ai un modèle premium, donc c'est un modèle 6 kW, je vais en parler après. Le modèle premium, neuf au catalogue, il vaut un peu plus de 23 000 €. Alors moi c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion récente, vous savez les véhicules de direction, au bout d'un an les concessions ils les revendent tout ça. Et j'ai eu la chance de le taper à 16 000 € au lieu de 23. Parce qu'en fait c'est un import de Belgique. D'ailleurs, petite astuce, si vous achetez un véhicule à l'étranger, si vous voulez le faire rapatrier, je passais par un service qui s'appelle Shiply, qui appartient à eBay. Et en gros, ça marche un peu comme eBay d'ailleurs, c'est une sorte de vente aux enchères. Vous dites, voilà, ma moto elle est là, je veux la faire livrer ici, j'ai des dates ou pas. Et après, les transporteurs, en fonction de leur calendrier, tout ça, ils vont faire des propositions et dire, voilà, moi je te la livre à temps, je te la livre à temps, etc. Voilà, la petite astuce par laquelle je suis passé. Et me la faire importer de Belgique, ça m'a coûté à peu près dans les 300 € je crois. Mais bon, je l'ai payé du coup 7 000 € de moins que le prix du neuf, quoi. Pour une bécane donc, qui est de juillet 2019 et qui avait 6500 km, je m'en sors plutôt pas mal. L'autre truc qui est cool sur cette bécane, enfin pour moi perso en tout cas, il n'y a pas de chaîne, c'est une transmission à courroie. Donc du coup, plus de graissage, plus d'entretien, plus de ci, plus de ça, franchement c'est le kiff. Et c'est ça qui est bonheur sur un véhicule électrique, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Voilà, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de révision, il n'y a que dalle. Le seul truc à faire c'est de temps en temps vérifier la tension de la courroie, mais au même titre que vous vérifiez votre tension de chaîne. Les plaquettes de frein, si vous en servez, parce que moi je dis je m'en sers quasiment pas, donc tant les plaquettes de frein elles vont me faire la vie de la bécane. Bon, les pneus, mais ça c'est du consommable commun, ça dépend comment vous l'utilisez, et toujours pareil. Donc au final le coût, oui c'est cher à l'achat, mais par contre à l'entretien au final y a walou. Et quand on regarde aussi au niveau prix je vais dire du carburant. Oui, au niveau prix carburant entre guillemets, pas d'essence, donc pas de plein, une charge complète. À la maison me coûte aux alentours des 2 €. Et si je me charge sur une prise publique, en arrivant, parce que j'ai fait l'essai une fois, je suis arrivé sur une borne publique où j'avais genre 5% de batterie et j'ai fait une charge complète pour voir ce que ça donnait, j'étais à un peu moins de 4 €. Donc c'est vrai que ça coûte pas grand chose. Donc si vous cherchez un équilibre financier, c'est valable principalement si vous êtes un gros rouleur. Avant de faire mon achat, j'ai quand même réfléchi, j'ai eu une approche quasiment mathématique là-dessus. J'ai fait un tableau Excel où j'ai indiqué le prix d'achat de ma Street, j'ai comparé à ma Street, le prix d'achat de celle-là, le prix de la petite révision et de la grosse révision de la Street, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, et j'ai fait une sorte de tableau croisé en partant du principe que je fais à peu près 20 000 km par an. Sur la base de l'achat de ce véhicule neuf en plus, donc 23 000 €, les courbes s'inversaient au bout de 3 ans. Alors vu que moi en plus je l'ai payé que 16 000, donc là ça y est, la moto je l'ai déjà rentabilisée. Enfin, pas vraiment, parce qu'entre temps on a eu les confinements, etc. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup roulé avec. Donc j'ai fait quasiment 7 000 km avec. Donc on va dire d'ici un an elle sera rentabilisée. Maintenant, voilà, on en vient maintenant aux questions qu'on me pose le plus. La première question qu'on me pose le plus, c'est le temps de charge. Et la seule bonne réponse que je peux vous donner, c'est j'en sais rien. Je vais m'expliquer.
Je vous avoue que c'est une question qui est légitime parce que je me la suis posée également avant d'acheter cette moto. Je me dis putain mais combien de temps je mets pour charger, etc. Et un ami à moi, David, qui roule en voiture électrique depuis pas mal d'années, il me disait tout le temps, il me dit non mais tu verras, c'est une fausse question, c'est une fausse question. Et j'ai dit mais attends, j'ai quand même besoin de savoir. Il me dit tu verras. Et franchement, bah, c'est vrai, depuis que je roule en véhicule électrique, c'est une question que je me pose plus. Pour une raison très simple. Je fais ma journée de roulage là, voilà, je vais au boulot, je vais faire ci, là je vais au resto, je vais faire 2 courses, je vais faire ci, je vais faire ça, je fais ma journée de roulage, je rentre à la maison le soir, je branche la moto, je mange, je vais me coucher. Quand je me réveille le lendemain, la moto elle est pleine. Pareil, le matin vous arrivez au bureau, vous vous branchez au bureau, vous repartez le soir, la moto elle est pleine. Il n'y a pas longtemps, je suis allé me faire un essai justement et je suis monté à Moussy-Sainte-Marie. Donc j'ai bouffé quasiment la moitié de la batterie parce que j'ai un peu arsouillé. Et arrivé là-haut, au resto où j'étais, la borne de charge publique elle est à 20 mètres. Donc j'ai branché la bécane. Pour récupérer la moitié de batterie qui me manquait, il m'a fallu une demi-heure. Donc j'ai même pas eu le temps de finir de manger ma pizza qu'au final la moto elle était déjà rechargée. Là si je roule le matin, après je rentre à la maison pour manger entre midi et 2 et je repars l'après-midi, bah, pendant que je mange, pendant une heure et demie que je fais ma pause déjeuner, la moto elle se recharge. Quand j'arrive au supermarché, il y a des bornes, il y en a partout. Il y en a partout. T'arrives à Lidl, les bornes en plus elles sont gratuites là-bas. Bref, en gros, où que tu ailles, tu vas, tu te branches, enfin je sais pas, tu passes une heure chez le coiffeur, tu mets la moto en charge dans la borne qui est à côté. Moi je vois mon coiffeur, il est à 50 mètres de la borne de recharge de l'office du tourisme. Je me branche, je vais chez le coiffeur, je repars, ça y est. Bref, je comprends mieux pourquoi il me disait que c'était une fausse question. Alors, pour les chiffres théoriques, bah, référez-vous au site internet de Zero. Dans la pratique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, une charge, c'est pas quelque chose de linéaire. Il faut savoir que les 5 derniers pourcents, ça c'est des chiffres donnés constructeurs, hein, ça c'est des infos officielles que vous pouvez trouver sur le site de Zero. De 95 à 100%, la charge, quelle que soit la rapidité de charge que vous avez à disponibilité, elle prendra 30 minutes. Ça c'est pour préserver la batterie. Parce qu'en fait, la vitesse de charge va dépendre de la capacité de charge que vous avez vous chez vous, genre si vous avez une installation en triphasé avec une wallbox qui est capable de débiter du 7 kW, du 22 kW, du ce que vous voulez, ça va débiter plus vite que si vous branchez sur la prise domestique normale où vous branchez votre tondeuse à gazon, non, on ne branche pas une tondeuse à gazon sur une prise électrique, votre cafetière, j'en sais rien, ça va charger genre à 2 kW, moi chez moi ça charge à peu près à 2,2 kW, un truc comme ça, parce qu'en gros je crois que c'est un fusible 10 ampères que j'ai, un truc dans le genre, ça va charger plus lentement. Si je me mets sur une borne publique qui peut monter jusqu'à 22 kg, moi ça va monter à 6 kW parce que c'est la rapidité de charge de la moto. D'ailleurs la moto, il faut savoir que ce n'est pas un chargeur 3 kW ou 6 kW, non c'est un chargeur 3 kW sur lequel ils ont rajouté un 3 kW supplémentaire. Et d'ailleurs en option vous pouvez même racheter un 6 kW supplémentaire, donc ça porte la capacité de charge à 12 kW, mais par contre ça vous bouffe le coffre que vous avez. Ah oui, parce que là le réservoir c'est un coffre au fait, c'est quand même relativement pratique pour mettre votre câble de charge par exemple. Mais voilà, tout ça c'est vrai que je parle un peu vite, kilowatts machin etc, mais c'est des infos qui se trouvent déjà très facilement, qui sont au début ça paraît un peu abstrait, mais on s'y fait vite, franchement on s'y fait vite. Donc quand sur le site de Zero vous regardez la version premium où ils annoncent 6 kW et un temps de charge de 2 heures pour faire de 0 à 95%, ça c'est sous réserve d'être branché effectivement sur une borne publique. Si vous branchez à la maison, vous doutez bien que ça va mettre plus longtemps que ça. Après d'un autre côté, vous attendez jamais d'avoir 0 goutte d'essence dans votre réservoir pour aller faire le plein. Vous le faites quand vous êtes sur la réserve. Donc moi c'est pareil, quand je vais mettre ma moto en charge, j'attends pas d'être à 0% de batterie pour la mettre en charge. Quand j'arrive à 20% de batterie, là je la mets en charge. D'ailleurs il faut savoir que la puissance, le couple de la moto diminue quand vous arrivez à partir de 20% de batterie il me semble. Parce que je m'en suis rendu compte la dernière fois, on voulait faire un test d'accélération avec un pote, et là où au début de la balade je le déposais, en fin de balade il arrivait à me tenir tête, on ne comprenait pas pourquoi. Bon en fait le truc il est là tout simplement. Bon, je vous ai dit que je disais tout, j'ai quand même eu des galères avec cette bécane. Cet hiver, j'ai beaucoup roulé sous la pluie et j'ai commencé à avoir plein de messages d'erreur dans tous les sens, de problèmes d'étanchéité. Donc un véhicule électrique a un problème d'étanchéité, on va pas faire le con, je l'ai amené au concessionnaire et en fait c'était les chargeurs que j'avais, vu que c'est une des toutes premières générations, elle est de juillet 2019, la moto venait de sortir, les chargeurs en fait avaient des problèmes d'étanchéité. Et vu que ce problème je l'ai re-eu quelques temps plus tard, ils ont carrément en fait développé des nouveaux modèles de chargeurs beaucoup plus étanches et ils ont poussé ces chargeurs là à l'homologation exprès pour mon cas. Franchement, chapeau. Donc du coup, je me retrouve avec une bécane première génération, mais qui a des chargeurs qui sont même pas encore sur les véhicules qui sont en vente actuellement parce qu'ils viennent d'être homologués. Donc j'ai un peu une exclue. Donc voilà, pour synthétiser, quand on me demande combien de temps tu mets à charger, la vraie réponse, très honnêtement, c'est je sais pas. Mais au moins vous savez pourquoi. La deuxième question qu'on me pose le plus, c'est l'autonomie. Et ça, je vous réserve une petite surprise. Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo, mais j'ai créé un truc les gars. C'est une première mondiale. J'ai créé un essai interactif.
Alors en fin de vidéo, je vous la mettrai en vignette de vidéo de recommandation, allez voir la prochaine vidéo. Pour les plus impatients, je vous mets le lien ici. L'autre question qu'on me pose le plus souvent, c'est concernant le bruit. On me dit ouais mais c'est pas dangereux de rouler avec une moto qui fait pas de bruit. En fait, j'ai vu une étude il y a pas longtemps qui a été faite par une université ukrainienne, je sais plus quoi, qui démontrait que pour que le bruit d'une moto soit un gage de sécurité, il faut qu'elle monte à un niveau sonore, mais genre qui est extrêmement au-delà des niveaux légaux, voire même supportables. Putain, on fait une petite pause. Regardez les gars, vous voyez ça? Le jour où je suis riche, c'est avec ça que je vais rouler. Donc je disais, le bruit d'une moto, très franchement, c'est une croyance sur le fait que ce sera quelque chose qui vous sauvera. Alors, j'en vois déjà hurler dans tous les sens. Non, mais moi, je suis désolé, ça m'a sauvé la vie, etc. Certes, peut-être. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Pour ma part, j'ai toujours roulé en partant du principe que j'étais invisible, visuellement et auditivement, on va dire. Et donc, je pars du principe que les automobilistes ne me voient pas et ne m'entendent pas. Donc, ce que je fais, c'est quand je roule, j'anticipe toujours au maximum au niveau de mes placements, au niveau de mon regard. Je me place derrière une voiture de sorte à pouvoir voir et être vu dans ces deux rétros en simultané, donc ça m'oblige à garder une certaine distance. Et depuis que j'ai cette moto, je vous jure que non seulement les gens continuaient à se déporter quand j'arrive derrière eux, mais le pire, c'est que je trouve même qu'ils se déportent encore plus facilement et plus tôt qu'avant. Alors peut-être parce que le système d'éclairage devant il est quand même assez coriace, mais en attendant, c'est un fait. Et quand j'arrive à une intersection, trajectoire de sécurité entre guillemets, placement de sécurité en tout cas, je mets à un endroit où je peux voir le plus tôt possible. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo où je parle du placement sur la route. Donc en tout cas, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es convaincu que le bruit te sauve la vie, libre à toi, c'est ta croyance, je respecte, il n'y a pas de souci. Moi pour ma part, je pense que non. Donc le fait de rouler en moto électrique en tout cas n'a rien changé à mon sentiment de sécurité que j'ai sur la route. T'as voulu savoir ce que ça donne une accélération avec une 0 ? Allez c'est parti. Hop là. Et voilà on est à 90. Ce que j'adore surtout c'est la reprise. Regardez je vais me caler un petit 50. Voilà je suis à 50 et on va faire un 90. Et voilà. J'adore. On me demande aussi comment ça marche pour recharger la moto. Je vais vous montrer. Tada! Voilà, c'est tout. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand on se branche sur une prise publique, je vais vous montrer. Alors c'est parti, comment ça fonctionne? Donc d'abord on dit la prise qu'on veut. Ensuite, on passe le lecteur. Le badge, donc là j'ai utilisé mon iPhone. Donc ouvrez la trappe et branchez-vous, et refermez la trappe. Donc j'ouvre la trappe, je prends mon câble, donc là c'est branché. Hop. Et refermez la trappe. Voilà, là ça passe en bleu. Ça dit que c'est occupé. Et si on regarde la bécane, donc je suis branché et là on voit la puissance qui est en train de monter. Et ça va monter à 6 kW. Voilà. Et après pour récupérer, je mets le contact, ça m'arrête la charge, ça me libère mon câble. Hop. Après je dis que je veux récupérer ici, il faut que je repasse ma carte bleue pour authentification, donc on va réutiliser la même, débrancher et je récupère mon câble, et voilà, terminé. C'est aussi simple que ça. Voilà, en soi, c'est pas vraiment compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui se prennent un véhicule électrique ou qui veulent en prendre un, il y a une appli qui est géniale qui s'appelle ChargeMap. Donc en gros, c'est une sorte d'agrégateur de fournisseurs, on va dire, de bornes électriques. Et pour 10 balles, je crois, vous avez une carte au format carte bleue qui est associée à votre compte. Sur votre compte, il y a votre moyen de règlement qui est associé et qui permettra de pouvoir vous recharger sur n'importe quel type de borne sans avoir besoin d'aller ouvrir un compte chez tel fournisseur de bornes ou autre, ou peu importe. C'est une carte pour les regrouper tous et dans les ténèbres les lier. Et en plus l'application elle est géniale parce que vous mettez votre destination, vous dites voilà moi je vais aller à tel endroit, je pars de tel endroit et lui il va vous sortir toutes les bornes
en fonction de votre type de prise que vous utilisez, en fonction de vos besoins, de vos désirs, etc. Et il va vous dire tous les points de passage à faire et combien de temps il faut s'arrêter, etc. Un peu comme ils font, vous savez, Tesla. Quand vous voulez faire un grand road trip en Tesla, c'est pas compliqué. Vous mettez votre destination et c'est Tesla qui vous dit, vous roulez 200 bornes, vous arrêtez à tel endroit pendant 20 minutes, puis vous reprenez la route, vous roulez 150 km, vous arrêtez à tel endroit pendant un quart d'heure, etc., etc. Donc c'est quand même super pratique. Vous réfléchissez plus. En fait, voilà, c'est une moto qui est faite vraiment pour les feignasses et les personnes qui n'ont pas envie de réfléchir. Et c'est pour ça que ça me convient très bien. Moi par exemple, j'ai un problème avec mon canal carpien et j'arrive plus à débrayer. J'ai un problème à la main qui fait que quand je fais plus de 100 km avec une moto, avec un embrayage, à la fin je pleure tellement j'ai mal à la main. Là, il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus de sélecteur. Ça se conduit un peu comme un scooter. Mais du coup, ce qui est bonheur, c'est qu'on se focalise uniquement sur notre conduite, sur notre trajectoire. Et c'est quand même vraiment super cool. Plus de bruit, donc vraiment tout ce qu'on entend, c'est le bruit du vent. C'est ce que j'adore surtout, c'est rouler dans la nature avec cette bécane. Me faire les petites routes là-bas, dans la forêt, dans la montagne. Pouah, c'est plaisant, c'est doux, c'est smooth, c'est smooth. Je regarde par la fenêtre et je vois ce beau ciel bleu, voilà qui donne le smile. On va rouler un peu, alors j'enfile mon casque et je mets mes gants. Je sors la meule du garage, je profite du beau temps. Je sais pas où aller, mais j'y vais quand même. Rien à foutre du GPS, je vais là où mes roues me mènent. Direction le Verdon, on va bosser les trages et peut-être poser le genou dans 2-3 virages. Quelques wheelings grattés, quelques travers de bourrin. Je referme ma visière et je chante ce refrain. Non, c'est super agréable. Franchement, je me régale avec cette bécane. Donc du coup, cette bécane, elle est destinée à qui ? Bon, de toute façon, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que tu es soit convaincu, soit vraiment très intéressé. Et j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir à y répondre. Si tu es curieux, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller essayer. Tu trouves un concessionnaire, tu vas essayer, au moins comme ça, tu te rendras compte ce que ça donne. En termes d'usage, toutes les peurs, toutes les craintes, franchement, je les avais aussi, mais plus ça va, plus je me rends compte que non, c'était des fausses peurs. Et vraiment, je rejoins ce que me disait mon pote David. Il m'a dit, tu verras, c'est des faux problèmes. Et effectivement, c'est des faux problèmes. Après, on me dit souvent, ouais, mais quand tu veux faire ci, ouais, mais quand tu veux faire ça. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que si on devait choisir un véhicule en fonction de la totalité des usages, aussi épisodiques et anecdotiques soient-ils, et ben dans ce cas-là, il faudrait que je m'achète un camping-car pour aller acheter ma baguette de pain. Bah ouais, une fois tous les 2 ans, j'aime bien me faire un road trip en camping-car, donc je devrais m'acheter un camping-car pour rouler tous les jours avec. C'est pas cohérent. Là, avec une moto électrique, c'est à peu près la même question qu'il faut se poser. Quand j'ai décidé de m'acheter cette moto-là, j'ai eu une approche pragmatique, une fois encore, et j'ai analysé mon kilométrage. 20 000 km par an, ok. J'ai regardé en moyenne, 80 à 90% de mon usage se fait à peu près 50 km à la ronde autour de chez moi. Voilà, parce que je suis un motard utilitaire, entre guillemets, un usage du quotidien. Je disais quoi déjà ? Ah oui, donc 80-90% de mon usage, c'est de l'usage utilitaire, on va dire. Ok. Dans le reste, il y a une part, ça va être la sortie du week-end, et encore c'est rare que j'en fais parce que vu que je roule tout le temps avec le week-end, franchement j'ai envie de faire un peu autre chose que de faire de la bécane une fois de plus. Et encore je vous dis, si c'est juste pour monter au lac, faire le tour du lac et redescendre, ça fait une virée à quoi, 100-150 bornes, mais ça le fait large, sans problème. Si après votre délire, effectivement, c'est vous faire des journées à 600 km comme j'ai certains énervés dans ma bande qui font, ouais, là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en soi, c'est pas un problème lié à la moto, ça va plutôt être un problème lié aux infrastructures. Et encore, je dis ça mais c'est pas vrai parce que je vois en Dracénie, j'ai regardé, il y a plus de stations de charge que de stations essence. Et de mémoire, quand on était allé faire le col de la Bonnette, il me semble pas qu'il y ait de station essence là-haut. Par contre là-haut il y a un restaurant. Donc, il y a de l'électricité. Et puis, oui, pour en revenir aux arguments des gars, ouais, mais si un jour tu veux te faire un tour de Corse, un tour de France, une grosse balade moto, bah regarde, je vais chez Ducati, ils ont l'Hyperstrada ou Multistrada, ou je sais plus comment ça s'appelle, Strada, là, qui propose en location à la journée, ou au week-end. Bah ouais, si une fois dans l'année je veux me faire un gros road trip et je veux bouffer de la bande pendant 3 jours, bah je vais leur louer une bécane. Je vais pas m'acheter une bécane exprès pour la sortir deux fois tous les 3 ans. Non, c'est pas cohérent. Donc, plutôt que de critiquer ou de chercher des défauts en termes d'usage, posez-vous la question, c'est quoi votre usage ?
Si ton usage de la bécane, c'est d'aller tous les jours au boulot parce que t'en as marre de te taper les embouteillages sur le périph' ou je sais pas quoi, prends ça, franchement, prends ça quoi. Si comme moi, tu détestes la mécanique, ah mais quand je dis je déteste, mais me demandez même pas, je contrôlais au mieux mon niveau d'essence et la pression de mes pneus, hein, maxi. Hein. Non, je déteste ça, oh là là, je supporte pas. Ça, c'est parfait. Et je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'il disait Adrien dans sa vidéo, l'essai qu'il faisait sur la Energica. Bien sûr, il manquera toujours le bruit, il manquera toujours les vibrations, il manquera toujours l'odeur. Mais en fait, si on prend beaucoup de recul, tout ça, c'est des défauts sur une moto. C'est des défauts que nous, on a acceptés. Mais un moteur, c'est pas fait pour chauffer, c'est pas fait pour vibrer, c'est pas fait pour faire du bruit. Parce que ça, c'est les 3 trucs que tous les constructeurs essaient de réduire depuis des années. Mais nous, on a été tellement habitués que c'est devenu cool. Voilà, il a tout dit. C'est une approche différente. Voilà. Après, je peux comprendre ceux qui sont anti-électriques. J'entends tout à fait, je respecte, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Je ne suis pas sectaire. Hein. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Moi là, je vois demain, je gagne au loto et je m'achète une bagnole. Bah, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, moi je roulerai en Tesla. Après, avoir une Golf 3 VR6 dans le garage, je dirais pas non. Et j'ai ça et j'ai aussi un XT500, je vous rappelle. Hein. C'est différent. Mais différent ne veut pas forcément dire moins bien. Bon, et vous savez quoi, là, ça va, il est 20h32, j'ai faim. Je fais demi-tour, je vais au resto parce que là, tourner en rond pour rien, là, c'est en train de me gaver. Ah si, vous savez ce qui me manque vraiment, c'est les wheelings. Ah putain, ouais. Ah oui, parce que faut savoir que cette bécane, il y a un traction control dessus. Et bah putain, j'ai envie de dire encore heureux. Parce que je vous rappelle que c'est parce que il n'y avait pas de traction control sur la DSR que je me suis mis au tas. Hein. Alors on peut le désactiver le traction control, mais très franchement, 190 Nm sans traction control, perso, j'ai peur. Donc franchement, j'ai jamais essayé. Un jour, peut-être, je ferai un wheeling. On verra. J'ai peur. Bon allez, là ça va faire 3 quarts d'heure tout à l'heure que je parle. J'espère que je t'ai apporté toutes les informations que tu cherches. Donc hein, si tu as d'autres questions, tu les mets en commentaire. Tous ceux qui viendront pour cracher leur fiel, dire l'électrique c'est de la merde en commentaire, etc. Je vous le dis tout de suite, j'effacerai les commentaires parce que c'est stérile. Si c'est pour entrer dans des discussions stériles, ça m'intéresse pas. Si par contre tu as des contre-arguments, mais de manière posée, réfléchie, juste pas dire l'électrique c'est de la merde, point. Oui, ouvrons une discussion, avec plaisir. Mais voilà, je veux que ce soit constructif, je veux que ça reste bienveillant. Faut accepter les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Et si t'es curieux d'essayer, tu sais quoi, si t'es dans le coin, donc moi je suis à l'Orgue, donc vers Draguignan, envoie-moi un petit message et on ira faire un tour ensemble. Et donc maintenant, si tu veux tout savoir sur l'autonomie, et ben en fin de vidéo, je te mets la petite vignette pour que tu cliques dessus. Et là les gars, vous allez voir, c'est une première mondiale ce que je vous ai pondu.